Si, ça, Ah, ça marche. celui-là, il marche. Ok. Vas-y. Non, il marche pas. Ah, si. Non, il marche pas. Si. Ok, j'en rends pas compte. Bah, du coup, merci à tous d'être venus. C'est le meet-up de la rentrée. On est très content de vous retrouver pour une nouvelle saison avec Hugo, bien sûr. Et là, aujourd'hui, on a l'honneur et on est très content d'accueillir Hyperline et Primo. J'ai eu un doute. Et on est et on remercie Lucas et Algolia de nous hoster pour cet event. On va laisser la parole au speaker, mais je voulais juste vous rappeler que pour ceux qui sont intéressés de faire des sessions de running, la semaine prochaine avec Friends of Figma et Glucose Run Club, on organise des petites sessions, une petite session de running. Donc n'hésitez pas à vous inscrire sur le lien que vous pouvez trouver sur la page et le LinkedIn de Friends of Figma. Et je donne la parole à Lucas. Et merci beaucoup. Alors moi, j'en ai pas pour longtemps. Déjà, on est très heureux au nom... désolé. On est très heureux au nom d'Algolia de hoster un event comme ça. Donc, juste à main levée, qui connaît Algolia de nom? Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, ça fait déjà pas mal de monde. On est une boîte, on fait de la search as a service. Donc, basiquement, on vous permet d'utiliser notre service de search avec des outils assez simples d'utilisation. On a plein de frameworks, plein de features sympas. On a des features d'AI, etc. etc. Deux mots pour vous dire. Quand vous sortez, parce que le bâtiment me l'a souvent dit, quand vous sortez, vous sortez de l'ascenseur, ce sera sur la droite, pas par l'entrée par laquelle vous êtes arrivé. Des fois, il y a des gens qui paniquent en pensant qu'ils sont enfermés dans le bâtiment. Ce n'est pas le cas. À droite, la sortie est toujours ouverte. Les toilettes sont au fond. Si vous voulez fumer, vous pouvez fumer sur les balcons. Et voilà, c'est à peu près tout. On hoste plein d'événements. Donc, si vous voulez hoster votre événement chez nous, n'hésitez pas à venir me voir. J'ai un t-shirt avec marqué Algolia dessus. C'est assez facile. Et quoi d'autre? Et puis, c'est tout. Et on recrute. Voilà. Donc, si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas à venir m'en parler. Voilà. Merci à tous. Bonsoir. Déjà, un grand merci à tous d'être venus nous voir alors qu'il fait une météo apocalyptique. C'est vraiment très cool. Je vois des pantalons mouillés, des ponchos au vestiaire. Ça fait plaisir de voir que vous avez tous fait l'effort de vous déplacer pour venir nous voir. On a déjà dit merci à Friends of Figma, mais j'aimerais encore les remercier parce que c'est trop cool ce qu'ils font. Ils nous permettent de nous retrouver en tant que designers et autres dans des lieux super sympas. Donc un grand merci à Hugo et Naïma d'avoir organisé ça. Et encore merci à Lucas parce que quel setup, on est vraiment bien installé, ça fait très professionnel, on est super content d'être là. Alors, on est là ce soir pour parler du job de founding designer. C'est un métier qui est assez nouveau, je pense, sur la scène parisienne et qui est aussi un peu fourre-tout, un peu énigmatique. Qu'est-ce que t'es le premier designer dans une startup, tu fais du product design, de la brand, qu'est-ce que c'est? Vous inquiétez pas, on va répondre à toutes ces questions ce soir. Un point sur lequel on voulait s'appuyer avec Aurélien, c'est que c'est pas du tout une masterclass sur le métier. Il faut plutôt le voir comme un retour d'expérience. En fait, avec Aurélien, on a 2 ans et demi cumulés d'expérience en tant que... À peine. Ouais, presque. En tant que... Tu sais, comme les enfants, on a 46 mois de... Et demi. Ouais. On n'a pas beaucoup d'expérience. Enfin, on a envie de faire un retour d'expérience parce que on est encore en train d'apprendre. On a encore beaucoup de choses à améliorer là-dessus. Et surtout, on sait que c'est un truc un peu mystique comme métier, donc on voulait un peu en parler. Puis parce qu'on aime bien ce qu'on fait, donc on est content d'être là. Avant de commencer, et pour scanner un petit peu la salle, je voulais savoir... qui fait quoi dans la vie? Est-ce qu'il y a des gens qui sont déjà founding designer ou premier designer dans une startup? Ouais, on est de plus en plus. Trop bien, ouais. Trop sympa. Est-ce qu'il y en a qui sont product designer? Ok, en majorité, comme attendu. Et est-ce qu'il y en a qui bossent dans la team produit mais qui ne sont pas product designer, genre PM, CPO, P... Ouh. Arrête, on a dit que c'était pour après. Et est-ce qu'il y en a qui sont pas du tout dans la Startup Nation? On t'aime bien quand même. On voulait mettre un disclaimer ce soir, mais du coup, on va parler avec beaucoup d'anglicisme, ça va être un peu insupportable, donc j'espère que vous êtes tous prêts à suivre ça pendant 45 minutes. Du coup, en parlant de ce soir, on a fait un petit programme, parce qu'on est des professionnels avant tout. On va traiter ça en 4 parties. Tout d'abord, on va expliquer qu'est-ce qui nous a poussé à devenir founding designer. Ensuite, qu'est-ce que ça veut dire ce rôle au quotidien? Qu'est-ce qu'on fait concrètement? Après, on va passer la parole à nos 2 fondateurs, Lucas et Martin,
qui nous ont recrutés et qui ont dû réfléchir à ces questions-là. Et enfin, on va parler des perspectives d'évolution. Donc, t'arrives, t'as ton job, c'est bien, mais quelle est la suite? À la fin, bien sûr, il y aura une petite question et réponse. Et pour vous remercier d'être venus, on a des petites bières, des cidres, des pizzas, de quoi se régaler après. Donc, je compte sur vous pour rester là. Ok. Petite histoire de comment on en est arrivé là. Parce qu'avec Aurélien, on a commencé ensemble chez Shine. C'était en octobre 2021, si je ne dis pas de bêtises. Ça ne rajeunit pas tout ça. Les cheveux blancs sont présents. Et donc on a rejoint on s'est rencontrés chez Shine, on était collègues dans la même équipe, on est devenus super copains, on a fait beaucoup de trucs ensemble du freelance, et tous les deux, à un moment, on s'est dit que on avait un peu fait le tour de chez Shine, et qu'on avait envie d'autre chose, envie de grandir, de se développer, et c'est là qu'on a tous les deux fait le switch vers Founding Designer, on va vous expliquer comment après, et on a voulu tenter l'aventure early stage, et on a rejoint ces deux messieurs, et donc on va vous expliquer un petit peu à quoi s'attendre, et surtout que c'est une question qu'on nous pose beaucoup, c'est pas grave. C'est surtout une question qu'on nous pose beaucoup, qu'est-ce que c'est que ce job? Et on va décortiquer tout ça tous ensemble sous la forme d'une discussion. Hop. On va commencer par se présenter, plutôt que de faire chacun son tour. Est-ce qu'on ne présenterait pas nos founders et designers respectifs? Carrément. Commences? Par où commencer, Martin? Martin, il a un background plutôt PM dans le produit, donc pas spécialement design, mais surtout produit. Il est passé par Gusto aux États-Unis, il est resté quelques années là-bas, il est revenu en France. Je pense que les boulangeries te manquaient un petit peu. Donc tu es revenu en France chez EasyWork directement après, où tu étais VP Product et puis Primo maintenant, depuis 2 ans à peu près, 2 ans et demi, si je dis pas de bêtises. 2 ans, voilà. 48 mois. Et demi. Martin, tu présentes Aurélien? Oui, donc... C'est bon, je pense, vas-y. Aurélien, c'est bon? Ouais. Donc Aurélien, c'est notre founding designer chez Primo. Il a rejoint l'aventure il y a 6 mois maintenant, donc à peu près 1 an et demi dans la vie de l'entreprise, donc un peu différent de Thomas dans le cas d'Hyperline, et on pourra aussi parler un peu des différences par rapport à ça. Comme ils l'ont pu le mentionner, il était avant chez Shine, il était senior product designer et il travaillait notamment sur leur solution de gestion de dépenses. Et en fait, il avait un leadership, bien sûr, donc design, c'était son rôle, mais il avait aussi un leadership produit et business sur ce produit. Et ça, c'est quelque chose, on pourra en reparler aussi, mais qui avait été vraiment un énorme plus quand on s'était rencontrés pour prendre ce rôle de founding designer chez Primo. Avant ça, il était chez Weedings, à travailler sur leurs produits de santé connectés. Son CV sur LinkedIn, vous pourrez aller le voir. Juste pour que vous puissiez aller le voir après et avoir des icebreakers, je voulais juste faire un rapide « il aime, il n'aime pas » pour que vous appreniez à le connaître. Coupez-lui le micro. Donc il aime les designs léchés, faire des karaokés sur le thème Diams, parler et rire très fort, son club de pétanque du canal Saint-Martin. Et il n'aime pas les pixels de travers, les collègues mal fringués, perdre 13-0 à la pétanque à Marseille et les règlements de compte devant les audiences. Voilà. C'est bien résumé, ouais, c'est plutôt bien résumé. Moi, je vais présenter Lucas maintenant. Moi, Lucas, c'est le founder et c'est un mec que je respecte beaucoup parce qu'il a terminé ses études. Je l'aime aussi d'ailleurs. Il a pas fini ses études et il s'est directement lancé dans le dev. D'abord, il a commencé en stage, puis en freelance, puis en CDI. Il est ensuite devenu CTO de Lunettes pour tous. Et c'était un des premiers employés chez Spendesk, boîte dans laquelle il est resté 4 ans et demi. Là-bas, il a fait ses armes et il a perdu ses cheveux. C'est un mec qui est vraiment... Pardon. Ouais, il était à la tête d'une équipe, il était VP Engineering là-bas. Il était à la tête de 100 ingénieurs, et il a décidé de partir pour fonder Hyperline, la startup dans laquelle on est ensemble depuis maintenant quasi 2 ans. Au niveau de sa personnalité, Lucas, c'est un mec qui est vraiment surmotivé et qui fait pas les choses à moitié. Il joue à Elden Ring, mais quand il joue, c'est pas juste pour gagner ou finir le jeu, c'est pour avoir un temps proche du record du monde, et je pense qu'il doit avoir pas loin de 1000 heures à l'heure actuelle. Et c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans le travail. Il veut pas juste le meilleur produit, enfin un produit qui fait le taf, il veut le meilleur produit qui écrase tout.
Il reste mon tour maintenant. Non, mais moi, je vais être plus sympa avec Thomas, parce qu'il lui reste des cheveux, donc je peux rien dire là-dessus. Non, moi, sur Thomas, c'est plutôt la rencontre où, en fait, j'ai mis un post LinkedIn un jour en disant que je cherchais un designer. Moi, c'était important pour moi, parce que je pense que le craft du produit, en tout cas dans le SaaS aujourd'hui, pour ceux qui sont dans le SaaS, c'est hyper important, et on veut des produits qui sont qualitatifs, ou en tout cas qui ont l'air bien qualitatifs. Donc je me suis dit, il me faut un designer, parce que moi, je suis une chèvre. Et donc j'ai posté sur LinkedIn, et Thomas a commenté mon post un peu bourré en soirée. Il me connaissait pas, hein. C'est un mec qui on va y revenir. Et il pensait qu'il allait pouvoir me vendre une mission de freelance à 800 balles par jour alors qu'il était en alternance chez Shine à l'époque, qui m'a vraiment pris pour un âne. Et bref, 2 calls plus tard, il était en CDI, bien embarqué et pas du tout à 800 € par jour. Voilà, et ça c'était cadeau. Et non, Thomas, sur sa personnalité de designer, en tout cas, c'est quelqu'un qui, quand il a démarré chez Hyperline, et c'est ça qui est intéressant, on va en parler après, mais Thomas, il avait besoin que tout soit dans des boîtes avec des bordures bien nettes, des trucs bien carrés, bien rectangulaires un peu partout. Et depuis, ça a été l'essentiel de notre conversation tous les deux. Ça va être, est-ce qu'on n'enlèverait pas une petite bordure ? Non, si. Et comme c'est moi le CEO, on enlève la bordure à la fin. Voilà. Et Thomas, du coup, designer avec nous depuis 2 ans maintenant, 2e employé d'Hyperline, et je recommande aujourd'hui à tout le monde de recruter un designer très très tôt si on fait du B2B SaaS. Voilà, donc c'est que Thomas quand même a bien bossé depuis le temps. Et le CV est sur LinkedIn, même s'il n'y a pas grand chose dessus. Je vais te laisser la parole, Lucas, et on va faire une petite intermittence publicité. Pas pour vendre notre solution, parce que je pense pas qu'il y ait du monde qui achète du billing ou du MDM ici, mais plutôt pour que vous compreniez ce qu'on fait et quels sont un peu, que vous puissiez voir notre challenge design. Oui, c'est moi qui commence du coup. Nous, on est Hyperline. Hyperline, c'est une solution de ce qu'on appelle le quote to cash en termes techniques, mais en gros, ça permet de mettre dans un même outil les équipes sales, commerciales et les équipes finance. Donc les équipes finance, elles ont un enjeu de faire des factures qui sont réglementées et réglementaires avec les bons chiffres dedans, et ensuite de faire tout le reporting pour les CEO casse-pieds. Et les équipes sales, elles ont une incentive à envoyer des contrats, itérer sur le contrat, valider le prix, négocier, et ensuite à ne plus jamais s'en occuper. Et ça pose beaucoup de problèmes dans les boîtes. Et donc nous, aujourd'hui, on fait les deux, entre guillemets, en un. Et donc on a un produit qui fait beaucoup de choses, comme vous pouvez le voir, subscription, devis, invoices, les produits, etc. Et dont Primo est client. Ah putain. Aïe. Oh, Primo est client et paye, effectivement. On paye, absolument. Ouais, très rapidement, normalement quand on parle d'IT, c'est le moment où les gens commencent à regarder leur téléphone. Or, c'est un peu dommage parce que en fait, tout ce qui est software et device, ça sous-tend, c'est vraiment la fondation des entreprises modernes de nos jours. Et la gestion de cette IT, donc ce qu'on appelle IT Ops, généralement, c'est une personne dans une entreprise, dans une PME. Dans les grandes entreprises, c'est différent. C'est une personne, 50 à 100 SaaS, des checklists, des spreadsheets, des employés qui viennent, qui partent tous les mois, des mails de tracking UPS à ne plus finir. Et donc, vous voyez venir, en gros, c'est vraiment le bordel. Et non seulement c'est le bordel, mais en plus, c'est vraiment une source énorme d'erreurs manuelles, d'oublis. Je ne sais pas s'il y en a qui, dans des expériences précédentes, sont partis. Et en fait, moi, perso, dans ma précédente boîte, j'ai gardé mon accès Slack pendant 3 mois. C'est évidemment genre un assez gros problème, globalement. Et le Mac, bien sûr, ça, ils ne l'ont jamais revu. Et donc, c'est le problème auquel on s'attaque avec donc, une IT Ops plateforme qui permet de gérer de manière centralisée les onboarding, les onboarding, les offboarding, les ordinateurs et les SaaS, tout ça de manière automatisée, scalable, delightful. Voilà, donc ça c'est un petit peu ce qu'on fait chez Primo. Trop cool, merci pour les présentations. Billing et IT, avec ça on est la discussion s'annonce intéressante. Ouais. Et ils ont fait 1 demi-heure de trajet sous la pluie pour entendre parler de billing et d'IT. Ça va être mieux après, promis. Ouais. Justement, rentrons dans le vif du sujet, et expliquons pourquoi devenir founding designer. Qu'est-ce qui nous a poussé à faire ça ? Yes, c'est sûrement la question qu'on nous pose le plus aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'on a fait ce move-là d'être founding designer ? Toi, je sais que Toko, c'était, Thomas, ou Toko pour les intimes, c'était une décision qui était un peu précipitée pour revenir sur cette histoire que Lucas a un petit peu abordée. On était en after work après quelques verres chez Shine. Il scrollait tranquillement sur LinkedIn et tout d'un coup, son visage s'est illuminé quand il a vu le post de Lucas qui annonçait la levée. Il s'est dit, mais en fait, c'est là qu'il faut que j'y aille. Pour ma part, c'était une décision un petit peu plus réfléchie.
Ça m'a pris un petit peu plus de temps. J'étais pas mal en soi chez Shine, mais je sentais que j'arrivais à un certain palier, un certain cap. J'étais senior et ensuite, il y a de plus en plus de staff en France, mais c'était pas forcément à l'ordre du jour. Et puis j'étais trop junior en fait dans le pass senior. Et puis surtout, comme Thomas l'a dit juste avant, j'avais envie de plus, que ce soit en termes de responsabilité, de pouvoir laisser sa marque aussi sur le produit. Et puis il faut savoir que Shine, quand nous on y est arrivé à peu près il y avait 100 personnes, 100 employés. Quand on l'a quitté, il y avait à peu près 300 personnes. Donc le scale a été quand même assez rapide. Et on sentait tous les deux que l'ownership, les responsabilités se diluaient énormément. Les scopes se réduisaient aussi beaucoup. Et on s'est dit, est-ce qu'on se voit vraiment continuer là-dessus ou est-ce qu'on a envie de passer à la vitesse supérieure et est-ce qu'on a envie de mettre un petit coup d'accélérateur sur notre carrière? Et du coup, c'est là qu'on s'est dit, en fait, ça pourrait potentiellement être une bonne idée. Yes, c'est ça. Pour étayer un petit peu ton propos sur la raison, moi en fait, je pense que tu venais de passer B1 ou B2, enfin vous savez les niveaux dans les levels pour le salaire quoi. Et je me disais en fait, mais attends, donc attends, dans 2 ans je suis senior, dans 5 ans je suis lead, dans 8 ans je suis staff. Et en fait, je trouvais et ça a amené aussi pas des responsabilités qui allaient croître assez rapidement, et je me suis dit j'avais envie de plus et de tenter un truc un peu c'est ça. Et même si je rebondis un petit peu là-dessus, forcément quand il y a énormément de designers, il y avait une dizaine de designers, il faut le savoir chez Shine, forcément parler un petit peu moins fort, je crie un petit peu dans le micro. Martin m'a bien introduit, donc au moins vous n'êtes pas surpris. Mais quand il y a beaucoup de monde dans une équipe, forcément, il y a des gens qui sont très spécialisés sur quelque chose. Et donc, on ne développe pas autant sa palette de compétences, en fait, en tant que designer. Et c'était quelque chose qui nous manquait beaucoup avec Thomas. Et c'est là qu'on s'est mis un petit peu à faire du freelance, tous les deux. D'ailleurs, ça me fait penser, il y a une question que je me suis un peu toujours posée. C'est quand on faisait beaucoup de freelance, pourquoi est-ce que toi t'es pas resté justement à faire du freelance, à continuer un peu à faire du freelance? Parce que Lucas voulait pas. Première raison. Trop cher. Ouais, en fait, cette décision-là d'avoir fait du freelance, j'ai un peu, quand j'en ai eu envie de changer, j'ai regardé un petit peu les différentes évolutions qu'il pouvait y avoir. Et bon, je les ai résumées dans 3 schémas très simplifiés, qui sont même peut-être un peu trop simplifiés d'ailleurs. Mais je voyais 3 possibilités. En fait, soit tu bosses en agence et en freelance, et ton seul incentive, c'est de finir le projet le plus vite possible pour pouvoir cash in et passer au projet suivant, sans trop s'impliquer en ayant juste une réflexion d'efficacité. Ou alors être en scale-up ou en grand groupe, comme j'étais chez Shine, où là, en fait, ça allait être un parcours très jalonné, avec une évolution assez lente. Et quand j'ai vu des jobs de founding designer, et notamment cette opportunité-là, je me suis dit que ça allait être un vrai bazar, mais qu'au moins j'allais avoir la possibilité de toucher à plein de choses, tenter plein de trucs, me développer aussi vite que la boîte. Et en fait, j'ai un peu pesé le pour et le contre. Et pour moi, à droite, ça n'avait pas l'air d'être le plus simple, mais c'est celle qui m'a le plus donné envie d'y aller, quoi. Je pense qu'on réalisait pas à quel point ça allait être le chaos en arrivant respectivement dans nos boîtes. Mais bon, c'est super intéressant pour le coup. Faut être, si je te comprends bien, faut être un peu zinzin pour faire ce genre de move. Mais il y a un truc qui est hyper important, c'est qu'il faut pas le faire avec n'importe qui. Et ça, je sais toi, Lucas, que c'est quelque chose auquel tu prêtais vachement attention dans le recrutement. Justement, le fit humain. C'est une question. Faut prévenir avant de passer le message. Non, sur le recrutement. Après, moi, Thomas, honnêtement, c'est la première personne que j'ai vue en design. Après, j'avais quelques contacts, quelques potes qui étaient designers, j'avais des infos. Non, mais il y a plein de gens qui vous disent recrutez pas le premier mec que vous voyez, ce qui est pas forcément stupide à dire, mais en vrai, moi, le premier, ça a bien fité. Par contre, c'est vrai que ce que j'ai fait à l'époque, c'est que je t'ai fait faire un vrai design en fait. Je t'ai montré ce que moi j'avais fait. Bon, voilà. Et on a passé 2 jours ensemble. Oui, je sais pas. On a passé 2 jours ensemble et en fait, pendant 2 jours, moi j'ai vraiment travaillé avec lui 7 heures par jour pendant 2 jours. Donc en fait, je lui ai montré les specs, j'ai regardé s'il était capable de travailler correctement par rapport à mes specs, est-ce qu'on interagissait bien, est-ce qu'on s'entendait bien aussi culturellement parlant, genre est-ce on est allé manger ensemble le 2e jour, je crois, on allait déjeuner ensemble, est-ce qu'on avait une bonne conversation au déj qui n'était pas forcément en parlant de design. Après, je l'ai envoyé à un pote, Evan, qui est là, qui était lead designer à l'époque, qui m'a dit là, ça va, le gars s'est itéré sur son Figma, donc j'avais un peu validé les skills techniques. Et après, moi, Thomas, il m'a impressionné en faisant 3 carrés et 2 bordures, donc en fait...
Non, mais ça s'est bien passé. Mais c'est vrai que le déjeuner a été une partie importante aussi. Et j'ai fait une petite blague à l'époque qui était de pas te dire où on se retrouve. Je t'ai dit on se retrouve à 9h, mais je t'ai pas dit où. Et du coup, j'attendais de voir à quelle heure il allait m'envoyer un message pour voir si le mec était un peu. Et tu m'as envoyé un message à 18, impeccable, franchement, à l'époque. Je recommande ces petits trucs un peu tricky pour essayer de les faire trébucher comme ça, pour voir un peu ce que ça donne. Trop bien. Et toi, Martin, à quel moment est-ce que tu t'es dit il nous faut un designer, il faut recruter un designer? Ouais, parce qu'au final, on n'est pas du tout au même stade. Vous n'étiez pas au même stade entre la réflexion de Lucas et la tienne. Exactement. Non, ceci dit, blague à part, je pense je suis assez d'accord avec ton statement en fait, sur le fait qu'il faut recruter plus tôt. Et je pense qu'à refaire les choses, on aurait commencé plus tôt. Nous, c'est principalement le fait qu'on a donc lancé notre produit et on s'est dit, ok, là, il y a vraiment des gens qui l'utilisent. C'est catastrophique. Faut qu'on arrête de leur donner cette qualité d'expérience. On a toujours eu à cœur, et ça nous culturellement sépare un petit peu d'Hyperline, de faire des trucs extrêmement itératifs, mais including design et including sense of craft, parce qu'on a un scope produit extrêmement large et qu'on fait énormément de choses et que on avait besoin d'itérer un petit peu sur ce cœur-là du réacteur avant de commencer à le transformer en une expérience cohérente. Mais donc nous, en gros, on a recruté Aurélien, c'était vraiment genre way past time, quoi. Vraiment, on aurait dû s'y mettre beaucoup plus tôt. Et c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Et quand on voit l'impact qu'Aurélien a eu en 6 mois déjà depuis ton arrivée chez Primo. Non, en vrai, je me dis que ça nous aurait quand même économisé un petit peu de temps et des allers-retours, quoi. Ouais. Il y a juste un petit truc, c'est la rationalité aussi de la décision. On dit qu'on s'est un petit peu lancé dans le vide, mais au final, on était tous les deux avec des boîtes qui étaient financées au moment où on a rejoint l'aventure. Et je pense que c'est un point qui était assez important pour moi, qui suis assez risque averse. C'est de me dire, je rejoins une boîte, mais j'ai un salaire garanti pendant 2 ans si je passe la période d'essai et que je fais un bon taf. Alors, si vous êtes risque averse, ne rejoignez pas une startup early stage. Je pense que je ne suis pas sûr que tu aies un assessment très, très honnête de toi-même sur ta risk aversion, en tout cas par rapport à la moyenne des gens. Je ne suis pas complètement sûr. Non, je pense que rejoindre une startup early stage, si vous êtes vraiment, vraiment risque averse, je pense que c'est compliqué, même si elle est financée. C'est des jobs qui sont exigeants, qui sont hyper intéressants. C'est hyper stimulant. Vous travaillez en petite équipe, il y a énormément de choses à faire. Mais c'est sûr que y a une part de risque quand même. Et évidemment, il y avait un point, je pense que je peux parler en notre nom là, quand je dis que le design, je veux dire les 2 fondateurs comprenaient le design, savaient quelle valeur le design pouvait apporter au produit et même aux utilisateurs. Et ça, c'était hyper important pour nous, avec Thomas, justement, d'avoir des fondateurs qui comprenaient ça, de savoir pourquoi est-ce qu'on était là, d'avoir une place aussi aux discussions. Donc voilà, c'était vraiment, je pense, quelque chose qui nous a fait aussi, nous, choisir ces boîtes-là plutôt qu'une autre. Yes, je suis d'accord avec toi. En fait, arriver dans une boîte et devoir évangéliser tout le monde sur l'importance du design, devoir trouver du temps de dev pour passer sur du front, pour cleaner des trucs, le fait de ne pas avoir à le faire parce que le top management est déjà convaincu. Ouais, enfin, je suis pas d'accord avec l'expression top management, pour être très clair. Avec nos N+1. Alors, que tout le monde soit convaincu, je pense que c'est assez important et ça permet d'être beaucoup plus actif et pas avoir à faire des combats en interne, surtout des combats pour réussir à faire les meilleurs designs possibles. Et c'est avec tes clients au final que tu as le Un des trucs sur lesquels on avait eu des débats au début chez Spendesk, je me souviens, je sais pas s'il y en a eu chez Algolia et chez les autres ici, mais on a eu des gros débats au début parce que les devs faisaient des reproductions approximatives de la maquette, parce qu'à l'époque tout n'était pas forcément bien systémisé et tout, et du coup les paddings étaient approximatifs, les couleurs étaient un peu, bon c'est ce violet là mais ça va. Et je me rappelle Thomas, moi quand je suis arrivé, il y croyait pas trop que chez nous c'était, on avait cette discussion au tout départ, il croyait pas trop que les devs c'était genre la maquette c'est la maquette, et en fait il y a pas de, et aujourd'hui je pense que c'est implicite quoi. Enfin en fait la maquette c'est la maquette et les devs ils itèrent jusqu'à ce que la maquette soit impeccable. Donc je pense que c'est un des tests faciles pour votre fondateur ou votre futur fondateur si vous cherchez une boîte. C'est s'il vous dit que les maquettes, bon voilà, les devs, il faut quand même shipper, il faut y aller à peu près. Je pense que c'est probablement un mec qui n'a pas forcément compris que le design c'est un truc important et qui va peut-être mettre d'autres choses d'abord, quoi. Yes, on peut passer à la suite. On va continuer de rentrer dans le sujet. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire au quotidien ?
qu'on entend souvent, qu'on est un peu enfin on l'a en tout cas entendu assez récemment, qu'on était un peu le mouton à 5 pattes. Alors bon, on n'a rien contre les moutons, mais on n'était pas forcément fan de cette expression-là au début. Et pourtant, je pense que je peux parler pour nous après un peu ce qu'on a vécu, en fait avec du recul, c'est assez vrai finalement. On a 1000 casquettes différentes. Alors évidemment, le product design reste au cœur et au centre de nos journées, de ce qu'on fait. Mais, vous y voyez peut-être pas assez là, mais de ce côté-là, je pense que c'est mieux. Mais il y a tout un tas de choses en fait à côté, tout simplement parce qu'on est tout seul. On est un peu les seuls à avoir cet aspect graphique, cet aspect créatif dans la boîte. Qui nous permet justement de pouvoir toucher à plein de choses. Donc, faut pas avoir peur de se mouiller, de mettre un petit peu les mains dans le cambouis. Mais c'est hyper intéressant en fait tous les jours. On vous a inclus du coup ici un peu un espèce d'agenda un peu typique de nos journées pour vous montrer un petit peu pour montrer un petit exemple quand je vous parlais justement des 1000 casquettes. C'est-à-dire qu'on va arriver le matin, on va avoir peut-être un petit rôle de PM où on va aller s'occuper de regarder toutes les issues. À quelle heure ça commence le matin? 9h30. Ça va, c'est 9h30, ça va. Comme dans ça la va. vraie vie. Hein. Ouais, à mon avis, non, mais oui. Donc on va arriver le matin, on va avoir la casquette peut-être PM sur 1 heure, 2 heures, où on va aller s'occuper de regarder toutes les issues, on va aller sur Linéa, on va faire un tour de tout, on va essayer de centraliser, de comprendre un petit peu tout ce qui est remonté récemment. On va pouvoir enchaîner potentiellement sur du design system. Récemment, c'est ce qui s'est passé chez Primo, on a réussi à enfin un peu systémiser beaucoup de composants, donc forcément ça se fait à côté du product design parce qu'il faut continuer de développer de nouvelles fonctionnalités. Les clients, que le bouton il ait des meilleurs paddings ou quoi que ce soit, ils ne le voient pas au final. Donc c'est important de pouvoir continuer à shipper derrière. On va enchaîner sur de la QA aussi potentiellement sur de nouvelles fonctionnalités. Enfin, il y a plein de facettes, plein de casquettes. Et ça qui est super intéressant aussi. Yes, ça c'est plutôt sur les parties product design en tant que tel. Je pense que tous ceux qui ont ce métier-là ici le font. Mais comme il y a personne qui peut, comme tu dis, crafter des trucs à part nous, on se retrouve souvent à faire le web design. Il y a une page à ajouter sur le site, il faut s'y coller. On n'a pas le temps de passer par une agence parce que ça doit être fait pour demain vu que la feature elle sort. Allez, c'est parti, Webflow est en route. Pareil pour écrire de la doc, quand on sort une feature, on va repasser derrière, c'est nous qui allons faire les screenshots. Je sais qu'avec Lucas, nous on s'est promis. Je sais qu'avec Lucas, nous, quand on s'est rencontrés, Hyperline, ça n'avait pas de nom, pas d'identité graphique, donc on a dû tout poser ensemble avec l'aide d'une agence. Et le branding, on a continué à raffiner au fur et à mesure. Puis après, il y a tout un tas de trucs qui sont des tâches annexes à la boîte, mais qui font qu'on est, comme on est une petite structure, en fait, il faut quelqu'un pour les faire, donc le support. Je sais que nous, par exemple, on fait des shifts où chaque personne a 2 jours de support à faire, et ensuite ça tourne. Donc par exemple, moi, c'était fin de semaine dernière, j'étais sur Intercom et je répondais aux tickets, j'envoyais des bugs, je reportais des trucs. Et d'un côté, ça fait beaucoup de choses, mais de l'autre, c'est super intéressant parce que tu vois plein d'aspects de la boîte, tu vois une startup comment ça commence au début et tu touches à tout. Et moi, c'est un des trucs que j'aime beaucoup, c'est l'aspect polyvalent et pouvoir faire plein de trucs en même temps. Et ça fait un peu écho d'ailleurs à ce que je disais au début sur le fait que le scope en fait est ultra généraliste. Et contrairement à des boîtes type scale-up ou des grands groupes où on va plutôt être sur des profils ce qu'on appelle en T-shaped, donc un petit peu généralistes et qui ont creusé très particulièrement un ou plusieurs skills. Là, pour le coup, on est quand même sur quelque chose de très horizontal. On n'est pas du tout sur ce T-shape. C'est plus nos expériences précédentes qui vont nous aider justement à aller toucher à tout. Et je pense que le plus important, c'est d'être curieux, en fait, de rester curieux, de ne pas avoir peur de mettre les mains dedans. Et il n'y a pas de raison que ça se passe mal dans ces cas-là. Yes. Je pense que je mettrais le côté être autonome au même niveau que d'être curieux. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses à faire et du coup, il faut être capable de s'organiser tout seul, de prioriser les éléments. Moi, je sais que par exemple, je suis pas encore super bon là-dedans et que des fois, je fais des trucs un peu tôt alors qu'on aurait pu tout de suite, alors qu'on aurait pu les délayer pour plus tard parce qu'il y a un client qui attend telle feature. Je vois Clément, le CTO, qui rigole un peu. Je pense qu'on a eu quelques débats un peu houleux sur savoir ce qu'on priorisait. Et c'est beaucoup de choix. Il faut être OK de se dire, je suis dans un environnement un petit peu chaotique et il faut que je me crée ma propre bulle pour pouvoir continuer à m'organiser et à designer correctement parce qu'il y a quand même une grosse partie du taf qui reste le design et c'est facile de se perdre dans gérer des tickets support ou je sais pas faire des assets marketing.
Je pense que c'est ça justement le plus dur, avec un petit peu de recul, on en parlait justement la dernière fois, c'est ce switch de contexte en fait en permanence sur des nouveaux sujets, sur de nouvelles choses. Quand vous le voyez là sur l'agenda, bon, ça a l'air faisable, ça a l'air jouable, mais ça demande une énergie mentale impressionnante. Enfin, moi, je suis encore rincé. Je sors le soir, je suis rincé. J'ai l'impression d'avoir fait 1000 trucs, alors que j'ai juste switché 3-4 fois de contexte. Ça, je pense que c'est encore le plus dur, même aujourd'hui, je trouve. Réussir à bien compartimenter son temps, de ne pas perdre trop d'énergie quand je repasse sur un nouveau sujet, et mieux s'organiser du coup pour éviter au maximum ça. Yes, et puis moi, j'ai un conseil quand on s'était parlé il y a quelques semaines, c'est essayer de garder son énergie créative, parce que comme il y a beaucoup de tâches à effectuer, en fait, des fois, ça devient difficile de commencer à garder un esprit créatif et pas juste productif. Et je sais que moi, il y a quelques temps, je l'avais un peu perdu, j'étais devenu super rationnel dans mon design et j'étais en mode plus PM que product designer. Et ouais, c'est un peu... c'est des choses qui arrivent, mais il faut garder en tête qu'on est quand même founding designer et pas... C'est ça. Je pense que le pragmatisme et la vitesse d'exécution sont plus importantes que le craft, mais il ne faut pas oublier quand même qu'à la base, on est des designers et qu'on est là pour apporter une solution créative à des problèmes. Voilà, plutôt bien résumé. Ouais, tous les deux, vous en pensez quoi? Comment vous nivelez les deux? Parce que ouais, vitesse d'exécution et qualité, c'est une histoire de jauge en fait. La question piège. C'est une histoire de jauge, forcément. De toute façon, c'est un indice quelque part entre pure vitesse et pure qualité. Je pense que c'est vraiment quelque chose, au risque de dire des banalités, hein, mais il ne va pas y avoir de réponse unique parce que la réponse va se négocier, je pense, en permanence entre le founder et le founding designer. Et par ailleurs, cette réponse peut évoluer avec le temps. Je sais que... par exemple, si je réfléchis aux 6 mois qu'on a déjà un peu parcouru ensemble, Aurélien, au tout début, il y a l'onboarding, il y a du métier, il faut que ça rentre, c'est quand même... Il y a pas mal de trucs à apprendre. On était plus sur, vitesse, un peu d'exécution, commencer à faire des quick wins, des improvements, des choses comme ça. Là, depuis 3-4 mois, on a vraiment plutôt refixé sur design system. Et là, c'est vraiment qualité avant tout parce qu'on a envie de créer un truc qui est super scalable pour le futur, quoi. Ouais, exactement. Il y a cette ambivalence en tant que designer, moitié, j'ai envie de dire artiste, où on a envie de détacher tous les composants, de tout casser et d'aller explorer en fait de nouvelles choses. Et ce côté aussi où le design se fait toujours dans des règles et dans des contraintes. Donc d'avoir le design system un peu carré. Donc voilà, il y a toujours cette ambivalence entre vitesse d'exécution, qualité, qui est vraiment pas facile à avoir. Et je pense que tu l'as très bien dit, au final, c'est une question aussi de relation avec le fondateur, savoir l'appétence design, produit qu'il peut avoir pour justement arriver à ce juste milieu qui plaît un petit peu à tout le monde et qui permet surtout de délivrer de la valeur et d'apporter des choses utiles aux utilisateurs, au fond. Je pense que, moi, je crois fermement c'est ce que je disais à Thomas la semaine dernière, je crois fermement dans les énergies au sein d'une boîte. C'est-à-dire qu'en fait, en tant que fondateur, finalement, la responsabilité d'être rationnel, c'est un peu la nôtre. Alors, on ne l'est pas toujours, mais la responsabilité d'être pragmatique vis-à-vis d'une feature, c'est la nôtre. Et la remarque que j'avais faite à Thomas il y a 15 jours, c'était que c'était moi qui lui amenais des trucs discrètement sans que Clément, le CTO, voit, pour lui dire, est-ce qu'on n'améliorerait pas un peu le bouton, tu vois, le shadow, il n'est pas hyper clean. Et en fait, je me suis rendu compte régulièrement que c'était moi qui lui amenais des sujets pour améliorer des choses qui normalement sont des lubies de designer, améliorer un peu l'anime des toasts, améliorer un petit peu tel modal ou la manière dont telle interaction se fait, ajouter des animations. Pour moi, c'est les trucs où j'ai besoin que mon designer, surtout si c'est un designer un peu jeune, donc il va potentiellement manquer un peu de recul sur les roadmaps produits et autres, mais avoir énormément d'énergie créative, j'ai besoin que le designer ait cette énergie-là et me pousse un peu peut-être plus loin ou pousse le CTO et les devs un peu plus loin, parce que naturellement, le CTO, il va jamais te dire « Ah ouais, il faut absolument qu'on améliore l'animation de confirmation de tel truc. » C'est pas du tout son incentive. Et donc moi, je pense fermement qu'il ne faut pas hésiter en tant que designer early stage à parfois pousser un petit peu le bouchon dans son sens, parce qu'on sait très bien que c'est une négociation, comme disait Martin, et que moi, à l'inverse, je vais quand même plutôt prioriser mon client qui est en attente de signature que l'animation. Mais en même temps, si Thomas me pousse souvent l'animation, je vais finir par dire bah allez, on va peut-être passer un petit peu de temps dessus, ou il va trouver un dev qui est de son côté. Et du coup, c'est important qu'il garde ce rôle-là. Si Thomas prend un rôle de PM, QA, qui fait un peu de design dans Figma, mais qui est ultra pragmatique tout le temps, on perd un peu cette vivacité-là. Donc moi, je recommanderais d'accepter que chacun a son rôle finalement et que c'est OK de pas être... Chacun ne peut pas être dans le vrai,
mais tout le monde en étant un petit peu dans le faux et en faisant des compromis va arriver au vrai à la fin, quoi. Et justement, petite question pour rebondir là-dessus, comment est-ce que tu amènes ton feedback à Thomas? Toi qui n'es pas designer, en fait, au fond, comment est-ce que tu fais pour lui apporter du feedback? Déjà... ouais, Tu peux pas mentir, Lucas, on t'a coincé. Ça va, c'est petit, vous voyez pas. Oh, c'est horrible ce que je dis. Ouais. Martin, bon, on les enlève quand c'est Radius. Je vois qu'on a les mêmes problèmes. Hein. Ouais. Bien. Celui-là, vous le voyez pas, mais Martin dit à Aurélien, bien la nouvelle navbar, mais malheureusement, j'ai oublié ma loupe à la maison. C'était super sur mon écran 4K sur mon bureau, mais après dans les faits, c'était un poil petit. Ça, c'est le problème du designer. Ouais, c'est ça. C'est le premier designer sur son 27 pouces. Moi, je le dis tout le temps à Thomas. Genre, les clients, ils sont sur un 13 pouces en fait. Ils ont pas tous un 24 pouces avec 12 000 trucs dessus. Eux, ils sont sur Arc, sans navbar, sans rien, sans. Bref. Oui, c'est vrai. Bah oui. Moi, mon client, il est sur Chrome, voire Edge, quoi. Non, sur le feedback, un truc qui est hyper important et que j'ai testé assez vite sur Thomas, mais je pense que c'est pareil pour tous les designers, c'est en fait, faut que tu aies de l'ego vis-à-vis de ton craft, mais faut pas que tu aies d'ego vis-à-vis de la solution que tu viens de proposer. En fait, c'est comme un sportif de haut niveau, s'il rate sa course, en fait, il faut pas qu'il pleurniche en disant j'ai raté ma course, il faut qu'il s'entraîne plus pour pas la rater demain. Et en fait, je cherchais un peu ça. Donc moi, le point, il a toujours été le feedback, il va être direct, il va être instantané, il sera pas forcément avec les formes. Voilà, je lui dis que j'avais envie de mourir l'autre jour, mais en même temps, il m'avait présenté un truc horrible. Mais en fait, le principe, c'est qu'il faut que ce soit très clair si les choses sont au niveau d'attente que j'ai ou pas. Je pense que Thomas et moi sommes d'accord sur le fait qu'il y a des choses qui sont subjectives et c'est OK. Certaines, je lui laisse et certaines, je les prends parce que j'y crois vraiment fortement. Non, mais c'est vrai. Et je pense que le feedback, plus il est direct, plus il est précis, c'est-à-dire de dire en fait, je trouve que les boutons sont trop petits, je ne les vois pas, c'est sûr que c'est plus drôle de le dire en disant j'ai pas amené ma loupe, plutôt que de lui redire un truc avec 3 bullet points, machin. Je trouve ça beaucoup plus intéressant en termes d'interaction. Par contre, il faut que le feedback soit direct. Je pense que le feedback de Martin sur la loupe, il peut surprendre, mais en fait, il est hyper clair. C'est la navbar, elle est trop petite. Et il y a un petit peu d'humour qui montre que c'est pas grave et on dédramatise. Et je trouve que c'est un peu les deux composantes qui sont importantes. Et puis ouais, je pense que le feedback, il n'y a pas que les founders qui nous le donnent, il y a aussi les membres dans notre team tech proche. Je sais que moi, par exemple, dès que je fais une feature, avec le dev qui va s'en occuper, on fait une review et je prends absolument tous les feedbacks, que ce soit en termes de faisabilité, mais surtout en termes d'expérience. Parce qu'au final, c'est eux qui vont la poncer, qui vont faire 36 000 tests et allers-retours. Et en fait, c'est un bon échange qu'on a. Puis je pense qu'on met le truc assez loin chez Hyperline, c'est que tout le monde teste les features, y compris Victoria qui s'occupe d'un peu tout, aussi les sales. Les clients aussi. Et justement, c'était mon dernier point, c'était les clients. Et je sais que nous, on prend pas mal de temps pour présenter les features à nos nouveaux clients. Je sais que j'ai passé pas mal de temps avec des gars de votre équipe à présenter des nouvelles fonctionnalités. Et c'est un truc le feedback qui vient de un peu partout dans la boîte et même autour de la boîte. Ouais, et dernier point pour rebondir sur le feedback et pour montrer qu'on n'est vraiment pas tout seul, qu'on est une équipe en fait au final. On s'est même mis en place des points réguliers qu'on fait avec d'autres founding designers où on se retrouve. Ouais, Thomas Pitou, si tu nous entends, petite dédicace. Mais l'idée, c'est de se retrouver. Alors tout le monde n'a pas forcément le contexte sur ce qu'on présente, le pourquoi, le comment, mais justement avec un regard frais et un point de vue extérieur, pouvoir apporter peut-être de nouvelles solutions, de pousser un petit peu plus loin, parce que quand on est tout seul, le risque, c'est un petit peu ce que tu disais, Thomas, de s'enfermer en fait dans une certaine solution ou toujours dans les mêmes patterns ou ce genre de choses, et de pouvoir justement réussir à pousser un peu cette limite à chaque fois et de continuer à avoir quelque chose de qualitatif et qui innove surtout sur le produit. Yes. Pour clore la partie sur le rôle de founding designer, moi il y a un truc, je pense que ce serait cool, on parle à des designers et ce serait cool de parler un peu concret. Du coup, toi, c'est quoi la première chose que tu as mis en place quand tu es arrivé chez Primo ? Alors comme le Martin le disait, comme Martin le disait, j'étais tout de suite dans des missions assez concrètes en fait, où juste on ship, j'essaye d'emmagasiner tout le contexte, tout ce qu'il y a autour, tout le métier qu'il peut y avoir autour. Mais très vite, ce qui est apparu, c'est le design system était un petit peu bancal. Toutes les fondations en fait qu'on utilisait sur le produit étaient un petit peu bancales.
Et du coup, c'est un des premiers chantiers. Enfin, moi, je me souviens dès la première semaine, je me suis dit, ça va être le premier chantier sur lequel je vais vraiment me mettre assez rapidement. Et bon, ça n'a pas manqué du coup, parce que cet été, on a eu l'occasion avec les développeurs de pouvoir refonder un petit peu tout ça, au moins d'avoir des bases solides. Parce que comme je le disais, il faut quand même que le design system reste aussi assez flexible. On est sur quelque chose de très tôt, on itère énormément, et donc il ne faut pas non plus s'enfermer sur un composant qui a 15 variantes ou ce genre de choses. Il faut être capable de pouvoir le détacher quand on en a besoin. Et donc voilà, ouais, moi c'était un peu le premier chantier. Et toi? Yes, bah, c'est marrant que tu dis ça parce que je pense que ça va être le petit truc qui gratte tout designer quand tu arrives, c'est mettre en place les composants. En plus, il y avait les nouvelles features de Figma qui sont sorties, qui nous ont, qui donnaient envie d'essayer. Donc je sais que grâce à ces deux messieurs-là qui étaient OK de mettre un peu d'investissement sur le design, on a pu prioriser. Moi, le fait de mettre un design system, moi je sais que j'ai bossé très proche avec un dev qui lui aussi est un peu névrosé du pixel, avec qui on a vraiment fait des chantiers petit à petit. D'abord, on a commencé à reprendre un template de base, c'était Tailwind UI, je crois, qu'on a tout resystémisé au propre, et après on a fait évoluer ces patterns au fur et à mesure. Et maintenant, c'était un choix assez rationnel parce qu'en fait, le produit que nous on développe, il est extrêmement large, il y a beaucoup de flow à faire. Et moi, un de mes objectifs, c'était qu'au bout de 6 mois, je puisse filer le Figma à Lucas et que lui puisse faire ses propres features. Et ça a marché, si je dis pas de bêtises. Et on partait de loin. Hein. Je savais pas faire un auto-layout, je savais rien faire du tout quand tu es arrivé. Maintenant, c'est toi c'est qui m'as solide, appris. Maintenant, je vois des petites pages qui apparaissent en plus avec écrit entre crochets Lucas. C'est pas aussi bien organisé que ce qu'on aurait envie de faire, mais ça marche bien et du coup, on peut vraiment créer ça assez rapidement. Donnez pas d'idée à Martin, ça va mal finir. Ouais, c'est cher les sièges de film. Non, mais je pense que c'est le débat du design system au début où en fait moi je me rappelle, j'avais mis Thomas parce qu'à l'époque le jeu de prendre Thomas, c'était de dire en fait je prends un mec qui a peut-être pas énormément d'expérience, t'en avais un petit peu, mais pas non plus des tonnes d'expérience, surtout dans des boîtes de ce style, et je t'avais pairé avec un des gars de Linear qui est quand même un peu référence, voilà, donc j'avais dit à Thomas mais pas de souci, moi je te paye ce gars-là 1 heure par semaine, vous bossez ensemble. Et je me rappelle, t'avais eu le débat avec ce mec qui est quand même très performant sur Linear parce que Linear c'est quand même une référence. T'avais eu le débat avec ce mec de est-ce qu'il faut systémiser ou pas, et je me rappelle Thomas du haut de ses 25 ans et voilà, juste Shine quoi, qui m'avait dit non, il a tort, il faut absolument qu'on systémise. Et le gars de Linear voulait pas du tout, lui il disait faut pas systémiser, tu vas itérer énormément, machin. Et ça avait été un gros débat au début. Et moi, honnêtement, avec 1 an et demi de recul, après il y a eu le dev aussi qui l'a mis en place et tout ça. Moi, je pense que c'est la meilleure décision qu'on ait prise d'avoir un design system. C'est pas qu'il est incroyable, mais c'est juste qu'en fait, tout composant qui est dans Hyperline doit être systémisé et donc est réutilisé. Oui, parfois, certains flows mériteraient peut-être d'avoir des trucs dédiés un peu moins systémisés, mais en fait, la productivité au niveau tech, elle est beaucoup plus grande. Et effectivement, moi, aujourd'hui, je peux faire une feature tout seul. Il y en a que je fais tout seul, je mets même pas de Figma. En fait, je réutilise juste les layouts, les composants, les trucs qu'on a fait. Et Thomas, il a pas trop besoin de regarder. Il n'y a pas eu un seul retour sur les paddings, les margins, les fontes, les graisses. Non, mais vraiment, les couleurs. Il n'y a pas eu un seul retour depuis 6 mois, je pense, en QA dessus. Les retours en QA, c'est il y a un bug, quoi. Mais il n'y a pas de retour sur les fonds. Donc moi, je dirais que je suis pas d'accord avec le gars de Linear et je recommande quand même de bosser très tôt sur le design system, quitte à pas le faire jusqu'au bout, mais en tout cas à systémiser les bases, les fontes, les typos, les layouts, les paddings, les marges. Et puis voilà. Yes. Je vois que la roue, elle tourne un petit peu et on va peut-être passer à la troisième partie. Le temps tourne, la roue tourne, je sais plus. Ouais. Et du coup, on va peut-être tourner... on va en discuter un petit peu de quand recruter son premier designer. Et je pense qu'il y a deux personnes qui sont bien placées pour répondre à ces questions-là. Du coup, on va un peu leur laisser la parole et tourner ça en mode petite interview. Déjà, vous avez déjà répondu à pas mal de questions. Il y a un point sur lequel j'aimerais bien pousser un petit peu, c'est à quel moment, parce que du coup, toi, Martin, pardon, tu as fait ça après 1 an et demi. Tu as dit que ça commençait à être un petit peu le souk. Est-ce que tu as un élément en tête qui te fait, où tu t'es dit ah non là il nous faut absolument un designer, parce que je me rappelle quand j'ai parlé à Gaëtan, vous étiez en train de réfléchir à prendre un designer mais c'était pas quelque chose d'acté. Quand est-ce que tu t'es dit c'est bon, let's go, faut y aller quoi? Alors déjà juste quand même pour clarifier, on n'est pas parti la fleur au fusil non plus, on avait des designers mais en free qui nous accompagnaient. Au bout on a fait 2 freelances séparés. Et en fait, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que je me fais du mal ? En gros, à chaque fois, il faut ré-onboarder, réexpliquer, il n'y a pas de suivi. Et c'est difficile. Je ne sais pas s'il y en a qui sont designers freelance ici, mais je trouve plus difficile d'avoir un vrai impact sur l'entreprise en tant que freelance. Remplir une mission, bien sûr, que le client soit satisfait, bien entendu. Mais c'est vachement dur parce qu'il y a énormément de choses où il faut faire un suivi assez sur le long terme finalement.
Et donc, au bout de ces itérations, je disais, bah non, là, c'est vraiment le moment. Il faut absolument qu'on internalise. On avait déjà quand même une belle base de clients, pas mal d'intérêt et un beau momentum côté business, ce qui m'a aussi un petit peu rassuré sur la capacité à investir là-dessus. Et voilà, est-ce que c'était un moment spécifique? Non, c'est difficile à dire. Après, le souk, c'est un peu difficile de le définir, mais quand c'est là, tu le vois, quoi. Tu sais que c'est le souk, même si tu ne sais pas exactement définir ce que c'est que le souk. Et donc, à ce moment-là, ça me paraissait évident que non seulement c'était le moment, mais que probablement j'avais un petit peu trop tardé, quoi. Après, c'est un point de vue qui est un petit peu différent de celui de Lucas, mais je pense qu'à choisir, potentiellement, je dirais que Lucas a plutôt plus raison. Mais c'est vrai qu'il y a un espèce de conseil un peu standard en startup qui est il faut recruter trop tard. Donc, il faut pas anticiper trop sur les besoins, quoi. Et donc, voilà, nous, en tout cas, on a suivi ce conseil. Et quand Aurélien est arrivé, je pense que c'était un soulagement pour tout le monde parce que c'était vraiment past due, for sure. Yes. Une autre question pour toi, si ça t'embête pas. Ouais, c'est parce que Lucas a déjà répondu à cette partie-là. Mais du coup, toi, tu dis que un point qui te plaisait chez le profil d'Aurélien, c'était le fait qu'il sache allier un peu business, enfin qu'il ait des forts attraits business en plus de son craft. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres éléments que tu recherchais, des cases à cocher quand tu as vu son CV? Alors non, et le fait que Aurélien ait un peu cet aspect business, c'était pas genre en soi, c'était pas ça qui était le plus important pour moi. Ce qui était important, c'est que ça montrait que Aurélien, il voulait aller un petit peu au-delà du rôle de designer. Et en fait, je pense que c'est vrai pour tout early stage employee. C'est-à-dire que c'est vrai pour les designers, mais un développeur early stage, il doit faire beaucoup plus qu'un développeur traditionnel. Et donc, je voulais être absolument rassuré sur le fait que cette personne-là, elle avait déjà cherché à avoir ça dans d'autres expériences. Et si vous êtes, je sais pas, aujourd'hui en poste ou en free ou quoi, mais et que rejoindre une startup vraiment early stage, ça vous intéresse, je pense que je vous encouragerais à essayer d'aller avoir de l'impact un petit peu au-delà du pur design pour voir est-ce que ça vous plaît vraiment. Et c'est certainement quelque chose qui demain sera hyper apprécié par les gens avec qui vous parlerez et qui voudront que vous rejoigniez leur entreprise, quoi. Et une petite question pour Lucas, du coup, vu qu'on a parlé des éléments qui étaient, on va dire, que vous recherchez chez un designer, est-ce qu'il y avait d'autres éléments qui, au contraire, auraient été des red flags ou des choses qui vous auraient fait dire ce ne sera pas la bonne personne? Ouais, alors juste je vais faire un petit détour sur ce qu'on a dit avant, mais une autre raison, et je prêche pour ma paroisse encore une fois sur le fait de recruter tôt, c'est aussi que tu as quand même moins de backlog à reprendre quand tu arrives. C'est-à-dire s'il y a déjà plein de trucs qui sont en place et qui ne sont pas forcément des bons patterns, non seulement il faut que tu mettes en place les bons patterns, mais il faut aussi récupérer la dette que tu avais avant. C'est pas faux. Donc, non, mais c'est une raison de plus de ne pas attendre 1 an et demi. Attendre un petit peu, oui, bien sûr, pas trop tôt, mais voilà, le faire. Et ta question, c'est les red flags, c'est ça ? Ouais, sur les éléments que tu te... Ouais, j'en ai parlé sur l'ego, où en fait c'était important que tu puisses, que tu saches te détacher de ta création et que tu puisses te dire que le feedback que je fais, c'est pas ta personne, mais c'est la création que je remets en question. Et voilà, le fait que tu puisses bien prendre ce que je te dis, en fait, ça montre que c'est le cas. Donc je pense que ça, c'est un red flag. Le deuxième red flag, c'était un manque de sens de ce qui est beau. Et quand je dis ça, alors la beauté c'est subjectif, mais il y a quand même des produits qui sont globalement considérés comme bien craftés, bien réalisés. Et du coup, moi, un des trucs que je t'avais dit, c'était sors-moi des inspirations. Tu sais, quand on avait fait le premier test. Et donc, du coup, je t'avais dit, sors-moi des trucs que tu aimes bien, où tu trouves que c'est bien designé, comme ça, on se base dessus. Et j'avais vachement été attentif à ça. Est-ce qu'il a un sens de ce que c'est qu'un truc bien designé? Et je cherchais pas le côté technique. J'ai souvent des débats avec d'autres designers sur, oui, mais ça, c'est un bon design. Oui, peut-être sur le papier, c'est un bon design. Mais j'avais besoin que les trucs que Thomas allait chercher, indépendamment de ce qu'il allait être capable de faire en 24 heures, les trucs qu'il allait chercher, en tout cas, c'est des trucs qui, moi, émotionnellement, me parlaient, où je me disais, j'ai envie de mettre ce craft-là, ce type de design-là dehors. Et si tu avais été à côté, tu m'avais fait un truc hyper pragmatique, très pâle, très... Voilà, peut-être... Je sais pas qu'il y a un design comme ça, mais un peu chiant. En fait, ça m'aurait peut-être moins... Non, mais ça m'aurait peut-être moins intéressé, tu vois. Je pense que c'était le deuxième red flag. Le troisième, et ça, c'est pas moi qui l'ai validé, mais c'était vraiment le côté, est-ce que le gars est bon avec son tool? Moi, j'ai toujours pas Victoria. Je sais que tu bosses beaucoup avec Thomas aussi sur les layouts Figma. Moi, je capte pas. Il tape sur son clavier, ça bouge dans tous les sens, ça s'aligne bien. Pour vous, ça doit être normal, mais moi, c'est un délire. Et c'était important pour moi que je sente qu'il ait une vraie maîtrise du tool.
Pour une raison très très simple, c'est qu'en fait, pas maîtriser le tool, c'est 1 seconde de perdu toutes les 5 secondes à chaque fois qu'on fait une action. Et en fait, si on regarde tout ce qu'ils ont à faire dans une journée, bah, une mauvaise maîtrise du tool, ça aurait fait perdre longtemps à la boîte sur les 6 premiers mois, et c'est pas moi qui allais lui apprendre. Donc en fait, le fait qu'ils soient hyper curieux, notamment des nouvelles features Figma qui sortent, des machins, qu'on les mette en place tout de suite, des fois, faut pas non plus aller trop vite, mais ça a été vachement important, donc c'est ce que j'ai regardé, c'est le troisième truc que j'ai regardé, ouais. Ok. Trop cool. On voulait vous poser la question qui était est-ce que vous regrettez, est-ce que ça avait été utile? En fait, tout à l'heure, on s'est chauffé, on a fait des petites slides pour vous montrer que c'était utile en vous comparant les écrans de avant qu'on arrive. Ah non, mais ça, il faut pas montrer ça. Il est fou. Ça, c'est mon design. Ouais, ça c'était. Hey. Je suis sûr qu'il y en a qui. Je suis sûr, il y en a qui vont préférer mon design à la suite, je pense. Non, c'est joli. Regarde, oh là là, la sidebar en dark, c'est joli. Tout ça. C'est un screenshot ou une maquette? Un peu des deux. Non, Martin peut confirmer, ça ressemble à ça. Ouais, Primo, je suis allé faire un petit peu d'archéologie cet après-midi. J'ai demandé aux premiers employés. Ouais, j'ai poussé le truc un petit peu loin, mais oui, parce que là, ça montre aussi bien le MVP avec le panel, comment c'était fait à l'époque. Et tu peux montrer maintenant un petit peu à quoi ça ressemble, avec un petit peu plus de couleurs et peut-être un petit peu plus de vie au final. Mais beaucoup de nouvelles fonctionnalités aussi. Mais voilà, ça vous donne un petit peu un aperçu de l'impact que peut avoir un Sachant designer. que tu as eu que 6 mois et Thomas a eu 2 ans. Ça, c'est la compète. Ça ressemble vachement à Hyperline qui était là avant quand même. Hein, je veux pas. Hop. On a encore quelques minutes et du coup on voulait parler de l'évolution du poste. Bon, en fait parce que nous on est sur un poste qui est assez transverse où on fait un peu de tout et du coup bah c'est à la fois cool parce qu'il y a plein de possibilités qui s'offrent à nous, mais en même temps un peu effrayant parce qu'on ne sait pas où on va. Quand je reprends ce que je disais tout à l'heure sur Shine où il y avait un parcours d'évolution très classique, dans une startup early stage, bah, c'est tout l'inverse. Et Non mais c'est ça, il n'y a pas de parcours en fait prédéfini et c'est ça qui fait aussi un peu la beauté, moi je trouve, du rôle. C'est-à-dire que je ne sais pas exactement quel poste j'aurai dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans chez Primo. J'ai une idée quand même de ce que j'aime faire, je sais aussi les possibilités. Merde, lui il a une idée. Mais voilà, c'est ça qui fait un peu la beauté aussi du rôle. C'est-à-dire qu'il y a autant de founding designers qu'il y a de designers. Et il y a autant du coup d'évolution aussi possible derrière, que ce soit sur un pass plutôt contributeur individuel ou un pass plutôt management derrière. En fait, quand on construit le produit, quand on construit l'équipe, il y a tellement tout à faire que c'est un peu à nous d'aller définir aussi ce rôle et ce qu'on va aller faire dans le futur. Yes, tu voulais... Juste, si vous êtes dans une startup early stage ou que vous réfléchissez à rejoindre une startup early stage, je pense que la réflexion autour de la carrière, c'est une mauvaise clé de lecture de ce qui va vous arriver, quoi. Parce qu'en gros, vous attachez, je pense qu'il faut beaucoup plus passer de temps à réfléchir à quelle startup vous choisissez de rejoindre et quelle est sa chance de devenir une beaucoup plus grosse entreprise. Parce qu'en anglais... A rising tide lifts all boats. Donc quand la marée monte, tous les bateaux montent, quoi. Donc en fait, quand la marée monte, c'est-à-dire quand l'entreprise grossit, tous les employés qui sont là au début, ils vont avoir une super carrière. Et la plupart des gens comme Lucas, mais comme d'autres qui montent des entreprises aujourd'hui, c'est parce qu'en fait, ils ont rejoint une toute petite start-up. Et en fait, quand la start-up a grossi, donc ma femme était collègue avec Lucas, elle a rejoint Spendesk, il y avait 30 personnes, elle s'est retrouvée 3 ans plus tard avec une équipe de 35 dans sa team. Donc c'est ça la progression de carrière dans une startup early stage. Alors après, vous pouvez dire à un moment, je ne veux pas avoir 35 personnes dans mon équipe, c'est pas mon kiff de faire du management. À ce moment-là, aucun problème, vous devenez en effet un très senior IC contributeur avec quelqu'un qui a une influence à cause de son autorité naturelle, de par sa seniorité et de par sa connaissance un petit peu du parcours de l'entreprise, quoi. Mais voilà, c'est juste une rapide un peu réaction à ça. Je pense que si vous allez voir un founder dans une équipe de 10 et vous lui dites c'est quoi mon plan de carrière, on va vous regarder avec des grands yeux, quoi. Donc je pense que tout le monde se démène dans une petite équipe pour que la boîte grossisse, et quand la boîte grossit, tout le monde se porte bien, quoi. Trop bien. Merci Martin. Les bateaux montent. Les bateaux montent.
Ouais. Vas-y Lucas, si tu voulais rebondir rapidement là-dessus. Non, je suis archi d'accord avec Martin et je suis doublement d'accord. Je pense qu'il y a un peu le truc type du designer, notamment les designers, je sais pas pourquoi, mais en tout cas moi dans mes discussions avec les designers, j'ai compris qu'il y a quand même une équipe, je sais pas si vous êtes beaucoup, mais il y a une équipe qui a envie de faire du produit ou en tout cas d'élargir à pas forcément être la personne qui fait tous les designs, mais plutôt à être la personne qui demain lead le produit. En fait, il faut savoir aussi qu'en tant que fondateur, alors moi j'ai pas spécialement de fondateur produit, donc c'est moi le fondateur produit, mais nous en fait on est vraiment ravis d'avoir des gens qui vont grandir avec la boîte, mais en développant un craft de fou et pas forcément en prenant un leadership de fou sur le produit, le management, le machin. En fait, nous, quand on recrute un designer, on recrute vraiment un designer. Et du coup, on se dit, j'ai besoin de quelqu'un qui va me shipper le plus beau produit, le plus neat, le meilleur UX, etc. du marché. Et en fait, moi, quand je regarde Thomas, je me dis pas du tout, j'ai recruté mon prochain head of product, mon prochain machin. Déjà, je ne sais pas ce que Thomas veut faire. Thomas sait pas ce qu'il veut faire. Donc, en fait, il y a de l'inconnu là-dessus. Demain 9h, hein, le 1-1. Demain 9h, le 1-1. Et non, mais et en fait, le point, il est de se dire, il y a 1 milliard de paths possibles. L'enjeu du fondateur, je pense que je parle pour Martin aussi, c'est de se dire, je sais que la personne va être flexible et que la personne va être bonne dans quelque chose, et donc on lui donnera ce rôle-là, entre guillemets, qui lui fera plaisir et qui va aider la boîte. Après, demain, peut-être qu'en fait, le management, c'est chiant, il y aura un head of design, quoi. Parce que le design, c'est très très cool. C'est ça. Franchement, j'avais une petite conclusion là-dessus, mais vous avez tout dit. Donc, je voulais vous remercier d'avoir participé à ce talk tous les 4, et merci à vous tous de l'avoir écouté. Chose promise, chose due, avant les pizzas, on va prendre 3 ou 4 questions, si jamais vous avez à les... Après, si vous avez soif, il n'y a pas de questions. Hein. On va passer quelques micros, n'hésitez pas à lever la main si jamais vous avez des questions. Ou On espère qu'il y a des questions. Bonsoir, vous m'entendez? Ouais. Je voulais revenir sur votre troisième point, et en gros, vous parliez du temps de latence entre quand est-ce qu'on recrute un product designer. Et elle est peut-être conne ma question, mais c'est vrai que moi je ne m'y connais pas du tout en lancement de start-up, et ça me paraît fou d'attendre 1 an et demi pour recruter. Et tu me parlais que tu avais des free, mais pourquoi ne pas recruter direct en fait? Et pourquoi cette attente? Et pourquoi faire le choix du free plutôt qu'un product designer direct? Et est-ce que vous avez des exemples autour de vous de startups qui, eux, ont fait le choix de recruter beaucoup plus rapidement? Et est-ce que c'est pas un gain de temps, en fait, au final? Alors déjà, on a un exemple qui est juste à droite, du coup. Ok. Je pense que j'ai été assez clair que si les choses étaient à refaire, je recruterais plus tôt. Donc, je pense que quand je dis je recruterais plus tôt, c'est pas que ça me ferait plaisir de recruter plus tôt, c'est que ça représenterait un gain de temps pour l'entreprise, etc. Mais parce que... pardon. Qu'est-ce que tu t'es dit, toi, en fait, je vais prendre un freelance. Au tout début, ton mindset, c'est je vais prendre un freelance plutôt qu'un CDI. Qu'est-ce qui t'a fait choisir un peu pourquoi t'es parti sur cette voie-là? Parce qu'au début, le mindset, en fait, si la boîte, elle marche, tu vois, bien sûr, a posteriori, tu te dis, bah oui, j'aurais dû recruter plus tôt. Mais en fait, quand tu lances la boîte, tu sais pas qu'elle va marcher. Donc en fait, chaque salarié que tu recrutes en plus, c'est quelqu'un qui doit s'adapter aux changements de vision qui peuvent arriver toutes les 3 semaines. C'est hyper compliqué. C'est pas du tout simple de rejoindre une startup qui existe depuis quelques semaines. Hein. C'est pas une promenade de plaisir. Et le taux de succès des startups, c'est 10% au bout de 2 ans. Donc une fois que tu as passé un peu le cap et que tu te dis bah j'ai un business, tu dis bah oui évidemment j'ai pas de design system, j'ai l'air con. Mais bon, ça c'est hindsight. Hindsight is 2020. Hein. Magnifique. D'autres questions? Yes, le micro. Ah. Yes, carrément. Ouais, en gros, il voulait savoir Yacine, pardon, voulait savoir si on utilisait des outils, enfin comment ça se passait la QA entre développeurs et designers, quels outils on utilisait, etc. Pour tout te dire, je pense qu'Hyperline, on n'est pas la boîte la mieux outillée du monde en termes de tools de productivité, etc. Volontairement. Yes. En fait, comment ça va se passer, c'est que moi, je vais finir de préparer Je vais te faire le flow rapidement, mais on se pose avec Lucas et Clem, qui sont le CTO et le CEO, sur qu'est-ce qu'il faut faire
sur cette feature-là. On scope un petit peu, on définit ce qu'on a envie de faire, 2-3 idées. Ensuite, moi, je fais les designs que je leur fais valider par la suite. Une fois que c'est bon, je brief les devs juste avec une petite... on se fait une visio où on se le montre en vrai. Donc, je leur montre la feature, les différents flows. Volontairement, comme on n'a pas le temps de tout faire, je ne peux pas faire les 46 000 états d'erreur, les différents... je vais faire le flow nominal. Et après, ensuite, ça va être aux devs d'aller faire d'aller comprendre exactement ce qu'on a fait. Moi, je me rends toujours disponible par message pour qu'ils me posent des questions. Mais le but, c'est d'éviter d'avoir des notes ou quoi que ce soit qui freinerait un petit peu ce process de dev. Et ensuite, à la fin, ils m'envoient un lien de preview que moi, je vais review à la main. Soit on le fait avec Vercel, soit on le fait sur Linear avec des tickets, soit je réponds en thread sur Slack et je dis ça devrait être ça, ça devrait être ça. C'est pas la manière la plus académique, mais aujourd'hui ça marche très bien. Bien sûr, on oublie quelques petits trucs, mais globalement c'est le process. Ouais, je pense que le plus important, justement, ce qu'on disait, c'est la vélocité. Du coup, de ne pas se noyer non plus sur des outils, à ne plus savoir quoi en faire. Les outils, c'est bien, il faut juste les utiliser au bon moment, dans le bon contexte, avec la bonne team, avec les bons process aussi. Et du coup, c'est hyper important de garder cette vélocité. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a un process assez similaire chez Primo. Et de garder justement cette vélocité, de pouvoir continuer à shipper vite et d'avoir les gens aussi qui sont indépendants et honneurs de leur propre sujet. Yes, c'est carrément ça. Je sais que nous, on fait confiance aux devs sur le fait qu'ils vont délivrer une feature qui va qui va correspondre aux maquettes et qui surtout va correspondre aux besoins qui avaient été écrits de base. En gros, la maquette, c'est 70%, on va dire, de l'ensemble de la feature. Et les 30%, ça va être à eux de les combler, de bien penser au flow. Et quand ils ont un doute, de nous solliciter pour répondre à un problème. Ça m'est franchement arrivé plusieurs fois que je fasse une feature et en fait, ça marche juste pas, que ce soit par rapport au design system, par rapport au flow, ou qui me dit, en fait, c'est pourri. Je me rappelle du fait d'annuler un abonnement. On a commencé à le dev et on s'est dit, mais en fait, c'est nul, ça marche pas. Donc on l'a retravaillé. Et la personne qui m'a dit, c'est nul, ça marche pas, c'est le dev front qui le faisait, Samy. Dernière question, et après, je pense tout le monde j'ai entendu quelques ventes qui gargouillaient, donc comme ça, on attaque les pizzas. Yes, allez, je prends la question. Alors, je pense que chacun on a un petit peu son process. C'est hyper important déjà d'avoir une bonne connaissance globale de ce qui se fait en termes de SaaS, en termes de produits global. Bon, il y a des outils, Mobin, je pense que vous connaissez tous. C'est le premier truc que j'ai dit à Martin, ça il me faut l'abonnement, je suis tout seul, ça va être hyper utile. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un tool où il y a des flow produits qui sont mappés de A à Z pour pouvoir aller chercher de l'inspiration et taper onboarding et avoir 2500 screens d'onboarding. C'est ça, exactement. Donc la partie benchmark, elle est là. Les concurrents, tu as toute la connaissance de tes concurrents qui se fait aussi au fur et à mesure. Donc c'est aussi ce qu'on entend quand on dit les connaissances métiers, c'est-à-dire tiens, mes concurrents, ils sont positionnés comme ça, ils font la feature comme ça, pourquoi, comment, etc. Donc comprendre ça. Et ça, en fait, ça se fait petit à petit et c'est quelque chose que tu gardes en fait un petit peu dans ta tête. Et c'est ça aussi, je pense, à quoi tu pensais, Martin, de re-onboarder toujours des nouvelles personnes sur le projet. En fait, ça te fait ralentir parce que, mine de rien, tu es obligé d'avoir un temps d'adaptation. Tu mets quelques mois avant d'être vraiment opérationnel sur le produit et c'est là en fait que tu vas apporter de la valeur et que tu vas te dire ok je sais que grosso modo tel concurrent il fait telle feature comme ça pour telle et telle raison. Je vais aller regarder un petit peu ce qui se fait de mieux sur le marché, que ce soit sur Linear ou sur d'autres trucs et je vais commencer à itérer assez rapidement sur une solution derrière. Voilà. On prend une dernière question et après les bières sont pas toutes sorties, première chose. Et deuxième chose, on sera tous les quatre dispo après pour venir discuter, donc vous pourrez venir nous les poser en direct. Bien entendu, nous avons Maze et beaucoup de... Non. J'ai un avis très prononcé là-dessus. En fait, je pense que... Non, mais au début, la réalité, c'est que Martin, c'est mon utilisateur. La réalité, c'est qu'il y a des trucs qu'on a volontairement fait tester à Martin sans que Martin sache qu'il était bêta-testeur. Je m'explique. Je savais que j'étais bêta-testeur. Non, mais en ce moment, tu le sais plus, mais tu l'es toujours parfois. Voilà. Non, mais en fait, c'est vrai qu'au début, il y a un vrai enjeu de validation de l'usage de la feature. Et en fait, moi, s'il y a un truc que j'ai remarqué depuis 10 ans à construire des produits, c'est que la validation que tu as sur le mock-up Figma, avec quelqu'un qui bidouille le truc pendant que tu le regardes, peu importe la qualité de ton user test, elle est toujours moins bonne
que la validation de la personne qui utilise la feature réellement. C'est-à-dire qu'elle input quelque chose, elle en sort quelque chose à la fin, et est-ce qu'elle est contente de son process, est-ce que les workflows derrière fonctionnent bien. Et en fait, du coup, moi, ce que je force vachement Thomas à faire, et à mesure que le produit devient de plus en plus mature, je pense qu'on avancera un petit peu les tests utilisateurs en amont. Mais moi, ce que je lui dis, c'est plutôt on fait un bet. C'est-à-dire, en fait, on se dit, nous, à partir de l'expérience qu'on a de nos utilisateurs, c'est ça qu'ils veulent et c'est ça dont ils ont besoin. Et ensuite, on fait un début de feature. On essaie d'y passer 1 semaine, 2 semaines max. Mais on essaie vraiment d'y passer le moins de temps possible. Et on essaie de shipper la feature à l'extérieur et de leur faire tester. Parfois, on leur dit, parfois, on leur dit pas, ça dépend. Parfois, on fait juste pas exprès, on pense que c'est fini. En fait, c'est pas fini. Et là, on a un feedback immédiat. Et moi, quelque part, le meilleur feedback, c'est la frustration du truc dont tu as besoin et en fait, ça marche pas exactement comme tu veux. Alors évidemment, il faut éviter les gros bugs, mais tu vois, on avait sorti une feature de devis qui aujourd'hui est notre feature qui cartonne le plus. Les premières fois qu'on les a sortis, on a eu des retours hyper frustrés de gens. Ouais, mais moi, le devis, je peux pas l'utiliser, ça me saoule, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça. 1 heure avant, ils savaient pas qu'on avait les devis en fait. Et on s'est rendu compte à ce moment-là qu'ils avaient vachement besoin. Si on avait fait une maquette Figma, ouais, on aurait peut-être gagné un petit peu de temps sur la première itération, mais on n'aurait pas senti cette frustration, cette espèce d'énergie et le fait que les gens le veuillent. Donc moi, je dirais, mon avis, c'est la boîte, quand elle est très immature, les tests utilisateurs, tu n'as pas forcément l'esprit et la compréhension de ton marché pour les faire correctement. Tu en fais un petit peu, mais le moins possible. Tu ships, tu leur mets dans les mains et tu as un vrai retour sur le produit. Et au fur et à mesure que ça devient plus complexe, plus mature, que le changement prend plus de temps, là, pour moi, tu as intérêt à revenir en amont sur ta phase de user testing et à faire des user testing un peu plus sur des maquettes. Moi, je vois les choses comme ça, mais c'est mon avis très personnel. Yes. On prend ta remarque après. Je pense qu'il y a vraiment une réflexion effort-risque sur le user testing. Et c'est pour ça que les early stage startups font pas de user testing, parce qu'en fait, tu as 100 clients, quelque part, tu leur as tous parlé. Je veux dire, c'est vachement trop d'efforts, ça réduit énormément la vélocité de faire ça. Évidemment, une fois que tu as 10 000 clients, qu'ils te confient des processus back-office ou financiers ou bancaires hyper importants, bah, tu peux faire moins de bêtises. Et le coût de l'erreur augmente de manière extrêmement significative. Le coût de l'erreur en startup sur des features que tu lances et sur lesquelles tu as bossé 1 à 2 semaines, elle est assez faible. Donc quelque part, le plus simple et le plus efficace, c'est d'aller à l'essentiel. Tu le releases et tu vois ce qui se passe. Sur ces belles paroles, on va clôturer le talk. Avant de partir, on aimerait vous partager un petit truc. C'est que si jamais ce métier-là vous intéresse, le taf de founding designer, c'est un peu dur à trouver. Ça va être des posts LinkedIn, ça va être des contacts de machin. Du coup, nous, on vous a dégoté 2 offres très cool. La boîte s'appelle pas encore quoi que ce soit, vu qu'elle n'a pas encore été créée. La première, c'est Florian Bachelot, qui est un mec assez brillant, qui monte un ERP du futur. Il m'en a pas dit plus, mais si jamais ça vous intéresse, il y a son mail. Et la deuxième boîte, c'est Gladia. C'est nos premiers clients, premiers utilisateurs qui montent une boîte d'API pour... Double client. Belle. Hop. Et ils montent un outil d'intelligence audio via API. Et vous... Ouais, je confirme. Voilà. Et vous... Ça fait 1 an et demi qu'ils existent, ils n'en ont toujours pas. C'est comme... Voilà, donc si jamais vous voulez, n'hésitez pas à prendre une photo et sinon venez me voir et je vous partagerai les contacts. En tout cas, c'est 2 personnes très recommandables. Et oui, parce que j'en ai oublié un qui n'était... Voilà. Merci du coup. Et du coup, pizza.